Les prostaglandines donc, sont synthétisées dans la plupart des tissus du corps, y compris l'ovaire, le myomètre utérin, les cols de l'utérus, le placenta et les membranes fœtales. Donc, on va voir en détail le rôle de ces prostaglandines dans les chapitres suivants. Donc, les écosanoïdes ont des demi de vie très courtes. Ça veut dire qu'il va y avoir tout de suite dégradation de ces écosanoïdes. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être transportés vers des cellules éloignées. Et par la suite, donc, ce sont des hormones qui sont des hormones locales. Ça veut dire qu'ils vont agir à des distances qui ne sont pas très loin. D'accord? Et donc, par la suite, ils diffèrent des hormones classiques. Et quand je dis hormones classiques, plutôt les hormones endocrines qui vont agir à une grande distance. Donc, ces écosanoïdes agissent comme des hormones locales, soit paracrines dans le même tissu, si les deux cellules existent dans un même tissu ou après un court passage dans la circulation sanguine locale, s'il y a des tissus qui sont adjacents, et bien sûr, il ne faut pas que la distance soit très grande entre ces tissus. Donc là, c'est concernant les écosanoïdes. Comme on l'a déjà dit avant, donc le précurseur de ces écosanoïdes, c'est l'acide arachidonique. Donc, les prostaglandines sont des métabolites de l'acide arachidonique. Lui-même, il est obtenu à partir des phospholipides membranaires. Donc là, c'est concernant les écosanoïdes. Maintenant, on va parler des hormones protéiques. Parmi les hormones protéiques, il y a les glycoprotéines gonadotropes, il y a les polypeptides somatomamotropes, les cytokines et les petits peptides. Commençons par la synthèse des protéines. La synthèse des protéines d'une hormone polypeptidique commence généralement par la formation d'une protéine initiale ou bien le précurseur qui est plus large et ce qu'on appelle le pro-hormone. Donc, bien sûr, la synthèse des protéines se fait au niveau du ribosome. Donc, cette pré-pro-hormone va se déplacer du ribosome à travers la membrane du réticulum endoplasmique rugueux où elle va être transformée en précurseur de pro-hormone. D'accord? Et après, il y a passage par l'appareil de Golgi. Comme vous le savez, l'appareil de Golgi, c'est un lieu de transfert et de tri des molécules. Donc, après, ces protéines vont être stockées, les polypeptides sont généralement stockés dans des vésicules qui sont des vésicules intracellulaires. Après, lorsqu'il va y avoir un signal, donc, ou bien un stimuli à cette cellule, il va y avoir sécrétion de ces protéines. Donc là, c'est concernant la synthèse des protéines. Donc, maintenant, commençons. On a dit il y a les glycoprotéines gonadotropes. Donc, il existe 3 gonadotrophines. Il y a l'hormone folliculostimulante ou bien ce qu'on appelle la FSH, l'hormone luteinisante ou ce qui est la LH et la gonadotrophine chorionique. Donc, c'est comme leur nom indique, ces glycoprotéines gonadotropes stimulent les gonades. Elles sont étroitement liées à une 4e hormone qu'on appelle la TSH ou bien la thyrostimuline. Donc, la FSH, la LH et la TSH sont produites dans l'hypophyse antérieure et l'hypophyse antérieure, c'est une glande qui existe dans le cerveau. Tandis que la CG ou bien la gonadotrophine chorionique, elle est produite dans le placenta. Donc, la production, le lieu de production des hormones, il est très important. Bien sûr, on ne va pas parler trop de la TSH, on va focaliser sur les glycoprotéines donc gonadotropes qui vont agir, comme leur nom indique, qui vont stimuler les gonades. D'accord? Donc, concernant la structure de ces hormones, la FSH et la LH, donc ces hormones sont des protéines globulaires hétérodimériques. Quand je dis une protéine hétérodimérique, ça veut dire que c'est une protéine qui est constituée
de deux sous-unités différentes. D'accord? Donc, c'est pour cela on dit hétérodimérique. Et di, ça veut dire deux. Donc, ce sont des protéines qui sont constituées par deux polypeptides glycosylés, les chaînes alpha et les chaînes bêta. Donc, ce que vous voyez là dans ce schéma, ce sont les glycoprotéines gonadotropes. Donc, on voit la HCG, H for human, ou bien CG, donc tout court. Il y a la LH, la FSH et la TSH. Comme vous le voyez, donc la LH, la FSH et la TSH, même aussi le HCG, toutes ces protéines, donc elles ont deux sous-unités alpha et bêta. Donc, elles ont les mêmes sous-unités alpha et c'est la chaîne bêta qui est différente. D'accord? Donc là, c'est concernant la structure de ces hormones qui sont les glycoprotéines gonadotropes. Comment se fait la libération des hormones gonadotropes? Donc, on a dit la LH et la FSH sont synthétisées dans l'hypophyse et la libération de ces hormones se fait suite à une stimulation appropriée et elle se fait par exocytose. Quand je dis exo, ça veut dire c'est à l'extérieur. Et elle se produit, donc cette libération se produit lorsque les protéines vésiculaires, ce qu'on a déjà vu ici, donc lorsque les protéines vésiculaires vont être ou bien vont fusionner avec les protéines de la membrane cellulaire. Une fois que ces protéines vont être sécrétées, donc les gonadotrophines vont être transportées dans le plasma associé aux protéines plasmatiques jusqu'aux cellules cibles dans les gonades. Donc, quand j'ai dit jusqu'aux cellules cibles, on a parlé des cellules cibles. Donc, regardez ici un petit exemple. Donc, ça, c'est le système nerveux central. L'hypothalamus et l'hypophyse, ce sont des glandes qui se trouvent dans le cerveau. Quand l'hypophyse, elle est stimulée donc, par une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, donc, il va y avoir sécrétion de la LH et la FSH. Et après, quand j'ai dit passe dans la circulation générale, sanguine générale, ça veut dire que ce sont des hormones qui vont agir d'une façon endocrine ici, pas juste endocrine, mais ce que je donne comme exemple, si l'hypophyse, c'est pour que vous puissiez comprendre la distance entre les organes. Donc, l'hypophyse, c'est une glande qui est dans le cerveau et le testicule, donc, c'est l'endroit des testicules, il est bien sûr loin de la sécrétion de ces LH et FS et FSH. Quel est le rôle de la LH et la FSH? La LH et la FSH sont impliqués dans la régulation et dans la production des stéroïdes et des gamètes dans les testicules et les ovaires. Ici, on voit juste leur effet sur ce schéma sur les testicules, mais bien sûr, ces deux hormones ont un effet aussi sur les ovaires. Donc, pour résumer, FSH, LH et TSH et HCG sont des glycoprotéines gonadotropes. La FSH, LH et TSH sont produites par l'hypophyse. On va focaliser sur la CG, la LH et la FS. D'accord? Donc, les polypeptides somatomammotrophes, donc comme leur nom indique, ces polypeptides ont des effets sur les glandes mammaires et la croissance des tissus. Comme exemple à ces polypeptides somatomammotrophes, il y a la prolactine, il y a l'hormone lactogène placentaire, l'hormone de croissance qu'on appelle également la somatotropine. D'accord? Donc, comme on a déjà dit, la LH, la FSH et la CG, chacune, elle est formée de deux sous-unités, tandis qu'ici, les polypeptides somatomammotrophes, donc chacune consiste en une seule chaîne polypeptidique. C'est une différence entre les deux groupes de protéines. La prolactine et l'hormone lactogène placentaire sont impliqués dans la lactation et le GH, growth hormone, ou bien hormone de croissance, agit sur la croissance et le maintien des tissus généraux du corps. Bien sûr, il faut que vous sachiez la structure de ces protéines, le lieu et leur rôle. D'accord? Les cytokines, on passe aux cytokines. Les cytokines sont également appelées des polypeptides qui ont une ou deux chaînes. Donc, et ça, c'est une différence à la fois avec les polypeptides somatomammotrophes et avec les glycoprotéines gonadotrophes. Donc, ces cytokines peuvent agir principalement d'une façon autocrine. Quand je dis autocrine, ça veut dire que c'est la même cellule qui va être la cellule sécrétrice et la cellule cible. Paracrine, ça veut dire à côté, et moins souvent de manière endocrine. Comme exemple à ces cytokines, il y a les inhibines et les activines. Et on va
va en parler après dans les autres chapitres. Concernant les petits peptides, comme leur nom indique, quand je dis petits peptides, ça veut dire que ces peptides vont être synthétisés à partir d'un polypeptide qui est plus grand, d'un précurseur qui est un polypeptide de taille plus grande de ces petits peptides. D'accord? Donc, les hormones actives vont être clivées juste avant d'être sécrétées. Par exemple, il y a la GnRH qui est sécrétée par l'hypothalamus que vous avez vu dans l'autre diapo. Donc, cette hormone qui libère la gonadolibérine, la GnRH, est un décapeptide. Donc, décapeptide, déca, ça veut dire 10. Il dérive d'un clivage d'un précurseur qui est plus gros et qui s'appelle la prépro-GnRH. Aussi, il y a deux autres peptides. Donc, au début, on a dit qu'il y a 4 petits peptides. Nous, on va parler juste de 3. Donc, on a parlé de la GnRH. Maintenant, je vais parler de l'ocytocine et la vasopressine. Ces deux petits peptides sont des non-peptides qui sont produits également par les neurones de l'hypothalamus, donc comme la GnRH. Donc, l'ocytocine, donc ce que vous voyez dans ce schéma-là, donc c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, comme j'ai déjà dit, c'est une glande du cerveau. Et donc, c'est l'ocytocine, elle va être libérée dans le sang à partir de l'hypothalamus et cette ocytocine, elle va agir sur l'utérus et les glandes mammaires. En particulier, elle va agir pendant la grossesse à terme et pendant l'allaitement. Donc, elle aura un rôle dans la contraction. D'accord? Donc, concernant finalement les monoamines, donc les monoamines, il y a deux groupes, il y a les catécholamines et il y a les tryptamines. Les catécholamines comprennent la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, et il y a les tryptamines comme la mélatonine, ces hormones, les catécholamines et la mélatonine, qui sont impliquées dans les mécanismes de contrôle neuro-endocrinien de la reproduction. C'est quoi le système neuro-endocrinien? Et ce système neuro-endocrinien, il se compose de cellules spéciales qui s'appellent les cellules neuro-endocrines, se trouvent dans tous les corps et ces cellules neuro-endocrines sont similaires aux cellules nerveuses, mais elles produisent également des hormones, d'accord? Donc, comme les cellules du système endocrin. Donc, ces cellules neuro-endocrines vont recevoir des messages, des signaux du système nerveux et vont y répondre en fabriquant et en sécrétant des hormones. Donc, on commence par la dopamine. La dopamine, c'est un modulateur important de la sécrétion de la prolactine. Donc, il faut que vous sachiez que la dopamine, elle a comme précurseur la tyrosine et cette dopamine, après, elle va donner naissance ou bien elle va être précurseur pour la noradrénaline et la noradrénaline, après, elle va donner, elle est le précurseur pour l'adrénaline. Donc, ce schéma vous montre la tyrosine qui est les précurseurs pour la dopamine. La dopamine, elle est précurseur de la noradrénaline et la noradrénaline, elle est précurseur de l'adrénaline. Donc, quel est le rôle? Tandis que la mélatonine, elle est synthétisée à partir de la sérotonine. Cette sérotonine, elle provient de la tryptophane. C'est pour cela on dit que la mélatonine appartient aux tryptamines. Dans la glande pinéale ou bien épiphyse, et elle est sous contrôle environnemental. Quel est le rôle de la mélatonine? La mélatonine, elle régule l'activité de la reproduction chez les mammifères de reproduction saisonnière qui se reproduisent selon les saisons. Et aussi, la sérotonine, elle est impliquée dans des comportements complexes tels que le sommeil, le contrôle de la douleur, le comportement sexuel et la sécrétion d'hormones. Et je répète, il faut que vous reteniez par cœur le rôle de ces hormones. Donc, comme résumé, donc les monoamines se subdivisent il y a deux groupes, les catécholamines et les tryptamines. Donc, les catécholamines, il y a la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, et tandis que la mélatonine, donc, elle provient de la sérotonine et elle-même provient du tryptophane. Et leur rôle, c'est le contrôle neuro-endocrinien de la
reproduction. Maintenant, j'arrive à l'activité hormonale. Donc, chacune des hormones citées va être sécrétée par la cellule sécrétrice et elle va agir sur la cellule cible. Donc, en général, là, sur la cellule cible, cette hormone, elle va se lier à un récepteur spécifique. Donc, dans ce schéma, on voit que c'est écrit récepteur intracellulaire, mais on va voir qu'il y a deux types de récepteurs. Et normalement, cette hormone, elle va influencer ou bien elle va modifier l'expression génique. D'accord? Donc, on commence par, donc, chacune de ces hormones donc, va exercer son influence en se combinant à un récepteur spécifique. Donc, quand cette hormone, elle va se lier à un récepteur, elle va conduire à des changements secondaires dans le récepteur ou dans une molécule adjacente à celui-ci. Si je vais commencer par le cas des récepteurs des hormones liposolubles. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est le mode d'action des hormones stéroïdes. Donc, les hormones stéroïdes sont des hormones qui sont hydrophobes, d'accord? Et par la suite, ces hormones peuvent traverser, comme les hormones stéroïdiennes et les hormones thyroïdiennes, vont diffuser du sang à travers le liquide interstitiel et vont pénétrer à travers la bicouche lipidique de la membrane plasmique dans la cellule cible. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la cellule cible. Cette hormone qui est une hormone stéroïde, elle va traverser la bicouche lipidique et cette hormone, elle a son récepteur à l'intérieur du noyau. Quand cette hormone, elle s'est liée à ce récepteur, elle a effectué un changement au niveau de ces récepteurs. Donc ça, c'est un cas, c'est schématique. Il y a plusieurs cas, d'accord? Mais je vous explique ce cas. Donc par la suite, ce récepteur, il était inhibé par cet inhibiteur. La liaison à l'hormone, donc elle a activé ce récepteur et ces récepteurs liés à l'hormone, il a des sites de fixation à l'ADN et par la suite, il va modifier l'expression de ces gènes. Donc là, c'est concernant les modes d'action des hormones stéroïdes. Donc le complexe qui est un complexe récepteur, ce que vous voyez en vert, c'est l'hormone, ce que vous voyez en bleu, c'est les récepteurs. Ce complexe, quand il est activé, il va modifier l'expression des gènes. D'accord? Donc là, c'est un autre schéma vous montrant le mode d'action ou bien l'activité d'une hormone stéroïde. À ce moment-là, donc dans l'autre schéma, le récepteur, il était à l'intérieur du noyau. Le récepteur, il peut être dans le cytosol de la cellule. Donc, ce récepteur, il va se lier, donc le récepteur, il va se lier à l'hormone spécifique et il va entrer avec cette hormone à l'intérieur du noyau. Oui, il va se lier, ce complexe, il va se lier à l'ADN et il va changer l'expression des gènes. Là aussi, on a une hormone stéroïde. Cette hormone stéroïde, elle va traverser, comme elle est hydrophobe, elle traverse la bicouche lipidique. Elle a son récepteur à l'intérieur du noyau. Elle va se lier à ce récepteur et ce complexe, il va se lier à l'ADN. D'accord? Tandis quand je parle du mode d'action des hormones qui sont des hormones hydrophiles ou bien hydrosolubles, y compris les hormones de type amine, peptide ou bien les protéines et les eicosanoïdes, ces molécules ne peuvent pas diffuser à travers la bicouche lipidique. C'est pour cela ces hormones vont avoir des récepteurs qui sont des récepteurs membranaires ou bien des récepteurs périphériques, des récepteurs transmembranaires. D'accord? Tandis que dans le cas des stéroïdes et des hormones thyroïdiennes, donc les récepteurs vont être des récepteurs intracellulaires, d'accord? Intracellulaires, ou bien dans le cytosol, comme on a déjà vu dans ce schéma, ou bien à l'intérieur du noyau. Tandis que dans le cas des protéines ou bien des hormones hydrosolubles comme les eicosanoïdes, les monoamines et les protéines, cette hormone, elle est incapable de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Elle ne traverse pas la bicouche lipidique, mais plutôt elle va se lier aux récepteurs qui sont membranaires ou bien périphériques. Donc, l'hormone, elle va agir comme un premier messager, d'accord? Donc, la question qui se pose ici, c'est de savoir comment les premiers messagers, qui sont les hormones hydrosolubles,
peuvent influencer ce qui passe à l'intérieur de leur cellule cible. Comme je dis, cette hormone qui est une hormone hydrophile, donc elle ne peut pas pénétrer ou bien passer à travers la bicouche lipidique, comment elle va influencer donc ce qui passe à l'intérieur de la cellule. Les premiers messagers qui sont les hormones sont incapables de traverser la membrane. Et par la suite, l'effet de ces premiers messagers, il faut qu'ils s'effectuent de l'extérieur. Donc, la conversion entre fixation du messager, du premier messager qui est l'hormone, la fixation de cette hormone messager sur son récepteur et l'émission du signal intracellulaire, ce qui passe à l'intérieur de la cellule, ça s'appelle la transduction du signal, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait transduction de ce signal. Donc, ce qui va se passer, ce complexe, il va activer une protéine membranaire qui est la protéine G, d'accord? Qui est stimulée, et cette protéine G, lorsqu'elle est stimulée, elle sert de relais. Donc, de relais entre les récepteurs et l'effecteur, d'accord? Donc, cette protéine G, quand elle est stimulée, activée, elle va activer à son tour une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase. Cette enzyme, elle va convertir l'ATP en AMP cyclique. Donc, l'AMP cyclique, il va jouer le rôle de second messager. Donc, l'hormone, il est le premier messager. Donc, l'AMP cyclique, dans ce cas, il est le second messager. En effet, donc le premier messager, il va provoquer, donc sans cette hormone, sans ce premier messager, il n'y a pas production du second messager à l'intérieur de la cellule. Donc, l'AMP cyclique, à son tour, elle va activer donc une ou plusieurs protéines kinases. Et comme vous le savez, une protéine kinase, c'est une enzyme qui phosphoryle d'autres protéines cellulaires. La phosphorylation donc va activer certaines protéines et va inactiver d'autres. Ça veut dire qu'elle va réguler le rôle ou bien la fonction des protéines. Donc, après, quand le signal il est passé et le second et le message il est passé, donc la réponse de la cellule, elle va être désactivée. Comment elle va être désactivée? Donc, elle va être désactivée par la production d'une enzyme appelée phosphodiesterase qui va inactiver la MP cyclique pour stopper le message. D'accord? Donc, au moins, donc, le message, il est fini. Donc, le rôle de ce message, il est accompli. Et par la suite, donc, il va y avoir une activation de la MP cyclique, au moins que d'autres molécules hormones continuent à se lier à des récepteurs extracellulaires ou bien membranaires ou bien des récepteurs périphériques dans la membrane plasmique. Et après, donc ici, donc la réponse de la cellule comme activation d'enzymes, sécrétion, modification de la perméabilité de la membrane. Donc, pour résumer, donc il faut que vous sachiez, il y a deux types de récepteurs. Il y a des récepteurs qui sont des récepteurs périphériques, membranaires, transmembranaires, qui vont se lier à des hormones de nature protéique, monoamine, ou bien écosanoïdes, ou bien des peptides. Donc là, ce complexe, il ne peut pas entrer à l'intérieur de la cellule. Donc, il faut qu'il y ait transduction du message. C'est quoi transduction du message? Ça veut dire, c'est pas le messager ou l'hormone qui est transporté dans la cellule par l'intermédiaire du récepteur. Donc, l'hormone, il n'entre pas à l'intérieur de la cellule. C'est le message qui va, c'est le signal et pas le messager qui va entrer à l'intérieur de la cellule. Et ce processus qu'on appelle transduction du signal, qui combine à la fois le transfert du signal à travers la membrane et le décodage de ce signal. D'accord? Donc, et dans le cas des hormones stéroïdes, donc dans ce cas, il va y avoir production de seconds messagers, comme on l'a vu dans la diapo précédente ici. Donc, il va y avoir un second messager. Dans ce cas, c'est la MP cyclique. Tandis que dans le cas des stéroïdes et des hormones thyroïdiennes, on focalise sur les stéroïdes. Donc, l'hormone stéroïdienne qui est hydrophobe peut pénétrer, peut traverser la bicouche lipidique. Par la suite, il va y avoir liaison avec le récepteur et les complexe
complexe, il va se lier à l'ADN et il va agir sur l'expression des gènes. Donc là, c'est la réponse cellulaire dans ce cas et dans ce cas. D'accord? Donc, pour finir, on peut dire que concernant l'activité hormonale, la transduction du signal englobe donc tous les procédés par lesquels les récepteurs engagés ou bien les récepteurs membranaires ou bien les récepteurs intracellulaires donc transmettent des signaux dans la cellule. D'accord? Donc, c'est la fin du deuxième chapitre. Courage et j'attends vos questions.